Quel est mon mot préféré? Ouh, je veux dire amour. C'est pas très original. C'est l'épanchement de Sinovi. Croustillant. Il y a girouette. La surface est dure et qu'il y a quelque chose en dessous de moelleux. J'adore quand Sinovi s'épanche. Vie. Girouette, girouette, ça change de côté. Stratocaster. Alors voilà, je suis content de voir que vous faites cette tête-là. Ils buvaient dans le même verre, toujours sans se quitter des yeux. Ils faisaient la même prière, d'être toujours, toujours heureux. Parmi les gravats, ils souriaient, dans ce petit bal qui s'appelait. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est de ces amoureux qui ne regardaient rien autour d'eux. Il y avait tant d'insouciance dans leurs gestes émus. Alors quelle importance, le nom du bal perdu. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est qu'ils étaient heureux, les yeux au fond des yeux. Et c'était bien. Et c'était bien. Des mots de minuit ce soir, que des hommes, mais quel éclectisme, vous allez voir. Avec nous, Benoît Jacquot, merci d'être avec nous. Vous ne vivez que pour tourner. Vous avez commencé avec Carnet, Vadim ou Marguerite Duras. Vous êtes un cinéaste exigeant, vous êtes boulimique, vous êtes opportuniste en matière de cinéma. Vous signez Au fond des bois avec Isilde Lebesco et l'Argentin Nahuel Pérez Biocayart. Très beau film, on l'a vu et on lui souhaite bonne route. Toby Nathan, vous avez, créé la première consultation d'ethnopsychiatrie en France. C'était en 1979. Vous êtes universitaire, vous êtes aujourd'hui diplomate et vous avez beaucoup écrit. Par exemple, Qui a tué Arlosoroff ? Quand la littérature déchiffre l'histoire. Ralph Marceau, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes, photographe et anthropologue, vous questionnez la citoyenneté et l'identité européenne de cette communauté punk qui habite roulotte et camion au cœur de Berlin. Résistance à l'effacement. À vos côtés, Alain Weinstein, vous êtes poète, mais vous êtes aussi intervieweur. À ce titre, vous savez la qualité du silence et la qualité d'une écoute. Cette aventure nous est donnée avec votre livre Radio Sauvage. Et puis il y a bien sûr de la musique dans cette émission. Absent Minded, vous êtes 5 et dans vos racines vous avez Led Zeppelin, Frank Zappa, le jazz et les Beatles. Excusez du peu, on vous retrouve dans un instant. Merci d'être sur le plateau des mots de minuit. Benoît Jacquot, je disais tout à l'heure que vous étiez un opportuniste du cinéma. Est-ce que vous acceptez le mot? Oui, je l'accepte si c'est moi qui le prononce. Mais l'ayant prononcé, je vous cite qu'il dans soit une repris, interview. voilà. Non, ça veut dire qu'en effet, je revendique les opportunités, les occasions, ce qui peut se passer d'inattendu et que je tente de saisir le plus promptement possible, si j'y vois un intérêt, ce qui fait tout l'opportunisme de la chose. Est-ce que, comme certains, vous faites des films qui ont été extrêmement exigeants? Aujourd'hui, vous faites des films qui peuvent rencontrer un grand public. On peut parler d'Amalia, qui a connu 400 000 entrées, donc ce qui est quand même extrêmement important. Mais il y a toujours un cinéma exigeant et il y a toujours un regard. Comment fait-on aujourd'hui dans les productions, dans les conditions de production actuelles, pour réussir à financer ce cinéma exigeant? Bah, comment dire, justement, alors l'opportunisme, c'est peut-être là concrètement, pratiquement, qui s'exerce. On décide de faire ce qu'on veut quand on le peut, et non pas comme on le pourrait ou pourra. Voilà, comme on le peut. Ça veut dire qu'on a des antennes en permanence et ça veut dire que... Ah oui, il faut être très très à l'affût de ce qui se passe, des demandes de toutes sortes. Oui, sûrement, mais puis ça devient presque réflexe à un moment, parce que ça fait, après tout, mon premier film, je l'ai fait il y a 30 ans. Vous voyez, donc... Est-ce que ça veut dire cette volonté, cette boulimie de cinéma, ce que je disais aussi, est-ce que ça veut dire être capable de penser qu'on va sortir Villa Amalia, qui est plutôt un film que je disais, qui a fait une large audience, en ayant déjà pensé à Au fond des bois et en ayant déjà écrit Au fond des bois?
À la vérité, ce film Au fond des bois, je l'avais écrit et il était prêt à être produit avant que je ne tourne Villa Amalia. Donc, et même j'ai tourné juste après Villa Amalia, j'ai tourné pour France 2 un film d'après Les Faux monnayeurs de Gide qui va être diffusé France 2, c'est là qu'on est au fait. Oui, voilà. Encore. Qui va être diffusé le 5 janvier prochain. Et donc, oui, j'essaye toujours d'avoir quelque chose, non seulement en projet ou à titre d'hypothèse, mais à faire après. Qu'est-ce qui fait cette boulimie? Mais c'est pas une boulimie. Je me sens pas boulimique. C'est plutôt de l'ordre de la respiration. C'est presque organique. J'étouffe si je ne tourne pas. Ouais. Ou si je ne tourne pas. Si je ne suis pas en train de fabriquer un film d'une façon ou d'une autre. Vous allez même plus loin, puisque vous dites que dans cette longue interview qu'a sorti Télérama dans la dernière quinzaine, ça. Vous dites que vous êtes même presque incapable d'avoir des relations avec les autres quand vous n'êtes pas cinéaste, en train de tourner ou en train de faire. Mais enfin, oui, si je suis capable d'acheter une baguette ou de... Oui, j'entends, voilà, ouais. Mais capable d'être. C'est vrai que jusqu'à maintenant, depuis que je fais des films, mes amis, mes amours ont à voir nécessairement avec, plus ou moins directement, mais avec les films, oui, avec les films que je fais. Sûrement. On va s'arrêter sur Au fond des bois. D'où vous vient cette histoire? Elle me vient de la lecture du journal, du journal Libération, où il y a quelques années, une historienne du droit, Marcella Yacoub, très savante et très insolente à la fois. Elle est venue sur ce plateau. Ah oui, alors vous savez, oui. Elle est insolente, oui. Voilà. Et savante aussi. Hein. Certes, elle ne dit pas n'importe quoi. Tenait une chronique de faits divers, on a toujours appelé ça comme ça, je crois, ou en tout cas, ça peut s'appeler comme ça, d'époques plus ou moins reculées, qui étaient devenus des cas de jurisprudence, des précédents juridiques. Voilà. Et ce qu'elle raconte, bon, j'en avais lu quelques-uns, ça m'intéressait toujours son truc, parce que c'est vraiment très marrant ce qu'elle écrit, et très, très intriguant, et de toute façon intéressant, extrêmement discutable, et toujours très, très intéressant. Pour moi. Et ça, celui-là, quand je suis tombé sur celui-là, il s'est passé autre chose. C'est-à-dire qu'immédiatement à la lecture de ce qu'elle racontait, j'ai eu le sentiment entier d'un film entier. Voilà, une jeune femme, nous sommes dans les années 1865, donc il y a 2 siècles maintenant, et une jeune femme qui est fille de médecin, dont la mère est morte, tombe sous le charme, à tous les sens du terme. Au sens le plus fort. Ouais. Au sens le plus fort du terme, d'un vagabond. Et on regarde tout de suite un extrait de ce film pour nous mettre dans cette relation de suggestion. Et qu'est-ce que tu vois, par exemple, dans ma tête? Toi? Joséphine? Vois pas. Il n'y a rien à voir. J'ai pas peur de la mort, tu sais. C'est comme s'endormir. Tu sais ce qu'on va faire? Doucement. Je vais me laisser aller, en arrière. Et tu vas me retenir rien que par ton regard, ta force magnétique. Tu peux le faire, non? Joséphine! Réveille-toi, Joséphine!
Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu fais la tête? C'était juste pour rigoler. Timothée! Je faisais semblant! Au fond des bois, Tobin attend peut-être une question sur la thématique de ce film. C'est-à-dire que cette jeune femme tombe sous le charme de celui dont la justice dira qu'il l'a violée. Elle-même dira devant ses juges qu'elle a été violée. Et en même temps, la question que pose Benoît Jacquot, c'est la question de ce couple qui existera même après la condamnation, puisque cette femme ira présenter à son violeur l'enfant qu'elle a de lui. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est possible, la suggestion pour vous qui avez fait de l'ethnopsychiatrie, donc qui est allé dans des cultures et dans des rapports différents avec les autres? Ça, c'est l'apparition d'une nouvelle culture, en fait. Hein. C'est-à-dire, quand l'hypnose arrive en Occident, c'est que, on change de culture, en fait. Hein, parce que on ne fait jamais ça dans des cultures traditionnelles. Dans des cultures traditionnelles, quand on endort quelqu'un, c'est qu'on va appeler un autre être. Hein. Il n'y a que dans notre culture où on dit il n'y a pas d'autre être, il n'y a que moi et je t'endors. Ça, c'est la modernité qui commence. Et je pense que oui, c'est possible. C'est l'irruption de la modernité, c'est-à-dire la disparition de l'invisible, quoi. Donc, une fois que l'invisible a disparu, celui qui a le pouvoir sur moi, c'est un autre visible, quoi. Et en effet, on commence à se dire que les gens peuvent avoir de l'influence sur d'autres, alors qu'avant, c'est pas comme ça que ça marche, quoi. C'est la modernité. Benoît Jacquot, est-ce que vous avez choisi une solution pour vos deux personnages, puisque vous êtes toujours dans le rebondissement, en nous donnant à voir en permanence dans votre film la possibilité que ça peut être l'autre qui est... Toujours, là, ce que vous avez montré, c'est un moment, le film... De retournement. Voilà, de retournement, où c'est elle qui commence à avoir le dessus sur lui. Non, ce choix-là, le film ne le fait pas. Il fait le choix de l'indécidable, de l'ambiguïté, de l'ambivalence, de la mobilité des pôles, sûrement. Est-ce qu'il fait le choix du couple et du couple éternel dans ce qu'il a pu se dire, dans ce qu'il a pu sacraliser, dans ce qu'il a pu ritualiser et dans, de toute façon, l'histoire commune qu'il a? C'est-à-dire c'était un couple, oui c'est un couple, je ne sais pas, mais en effet, mais c'est plus un personnage, je dirais, au lieu d'être deux personnages qui font couple, c'est un personnage pour moi bifide ou bicéphale, voilà, une sorte de bête à deux dos, comme on dit dans Platon. Quel couple formez-vous avec vos actrices? Isilde Mescot, c'est le 6e film que vous faites avec elle. Quel couple? Non, je sais pas, j'en ai épousé aucune jusqu'à maintenant. Non, j'entends bien, mais quel rapport? Quelle est la synergie? Quel est le désir? C'est le lien, pour moi, et je crois, enfin, je peux le croire pour elle, le lien le plus fort qui soit. En tout cas, au moment où on tourne. Qu'est-ce que vous leur demandez de dire et qu'est-ce que vous leur laissez dire ou qu'est-ce que vous laissez vous demander? Ouh là là, qu'est-ce que je les laisse me demander? Moi, je leur laisse me demander ce qu'elles veulent au moment où elles le veulent, oui, parce que je suis là pour ça, en fait. C'est ma position veut ça. Si je m'amusais avec les questions, c'est parce que dans vos références et dans votre histoire, il y a deux figures fortes. C'est Jacques Lacan, que vous avez interrogé pour la télévision. Et cette interview est absolument... Il faut la lire dans toutes les écoles, tellement c'est beau d'incompréhension. Et on pourra en reparler tout à l'heure avec Alain Weinstein. Hein. C'est un classique. C'est un classique. C'est un grand classique, oui, absolument. On a déjà diffusé un extrait dans cette émission. Et il y a Marguerite Duras. Donc quand on a ces marrainages-là... C'est très étrange ça, oui, parce que j'étais assez lié à Bernardo Bertolucci. Et la dernière fois que je l'ai vu, il y a 15 ans, il m'a dit tout... C'était en Grèce, il m'a dit tout ça, il faut quand même que je te le dise un jour. À Rome, on dit que tout est l'office naturel
de Jacques Lacan et de Marguerite Duras. Voilà. Et je dois dire que ça m'a foutu un peu les jetons. Oui. Donc vous avez entamé une analyse à partir de ce moment-là. Non, alors ça vraiment pas. Non. Quels sont vos autres, s'il fallait choisir d'autres références, j'ai dit Carnet tout à l'heure, Vadim, Garel, quels sont ceux qui ont le plus imprimé votre cinéma? Bon, alors là vous dites des noms. Garel, c'était un ami de presque enfance. On s'est connus quand on avait 15 ou 16 ans, quelque chose comme ça. Donc jusqu'à maintenant, même si épisodiquement on continue de se voir, on a le même âge. Voilà. Carnet, moi j'étais un petit assistant, j'avais 18 ans, il devait me trouver très très mignon. Et il me faisait courir et moi ça m'amusait. Hein. C'est tout. Bon, si quand même, je dois dire, Les Enfants du Paradis, quand on le revoit, c'est une belle chose. Mais et d'autres, d'ailleurs, 2 ou 3 autres. Mais ça, celui-là que je faisais avec lui, c'était à la fin de sa vie et c'était pas ce qu'il avait fait de mieux. Dans votre parcours de cinéaste, on a L'Assassin musicien, où on a là, pour le coup, un cinéma en plan fixe, avec très très peu de plans, avec une fixité de plans. Ce cinéma-là était quasiment irregardable. Pour le grand public, je veux dire, inabordable plutôt qu'irregardable. Difficile. Vous savez, grand public et tout ça, c'est quand même des catégorisations étranges. Quand vous pensez qu'un film comme ça, aujourd'hui, il a dû être vu par... je ne sais pas, entre les rétrospectives, les passages ici ou là, un peu partout dans le monde, il ne doit pas y avoir loin de 500 ou 600 000 personnes qui ont vu ce film. Je dis, c'est énorme quand on y pense. C'est déjà pas mal. Mais c'est énorme. En même temps, vous ne faites plus ce cinéma-là. Je ne fais plus du cinéma comme ça. Ouais. Mais ce cinéma-là, j'en sais rien. Maintenant, il se trouve que malheureusement, les heures de vol s'accumulant, il y a des rétrospectives de mes films, ici ou là, qui m'arrive de les accompagner, donc de me forcer à regarder ces films dont j'ai tendance à penser, comme vous le dites là, qui font partie d'une sorte d'autre vie et que je ne suis plus le même. Mais quand je les regarde, je peux toujours courir. Je peux courir à toutes jambes. Ils me collent aux semelles. C'est comme ça. Je voudrais vous montrer un extrait de La Désenchantée, un film qui sort en 1990 avec Judith Godrèche. Dans ce film, cette jeune femme va rencontrer 3 hommes qui vont déterminer sa vie. 3 hommes en 3 jours. 3 hommes en 3 jours. Ça, je me rappelle du pitch. Extrait. Si je t'avais pas vu avec ton frère, je dirais que tu es fille unique. Typique fille unique. Tout de suite. Je suis pas fille unique, je suis femme unique. Je croyais que t'étais une enfant. Faudrait savoir. Je serai une femme quand je serai unique pour un seul. Aimer un homme ou une femme toute une vie, autant dire qu'une bougie peut brûler toute une vie. Ça dure 1 mois, ça dure 1 an de toute façon. On finit par en avoir marre, on finit même dans le dégoût. C'est bien pour ça qu'il faut trouver autre chose. 2 personnes ensemble, pour vous, c'est forcément 2 qui couchent ensemble? Enfin, je veux dire, qui font des cochonneries. Autre chose. Tu me fais rigoler. Y a pas autre chose. C'est cochonnerie et compagnie. Le roi des animaux, pas mal trouvé. Enfin, les animaux, ils font ça pour se reproduire, hein, pas pour la petite secousse. Heureusement, il y a les maladies. Les choses se remettent en place. Mais si personne ne fait plus ça, il n'y aura plus de genre humain, non? Et pourquoi il devrait se reproduire, le genre humain? Bah pour qu'on existe. Et à quoi bon exister, hein? Pour vivre. Et vivre pourquoi? Si on n'a pas de but. Judith Godrèche et Marcel Bozonnet dans La Désenchantée, une trilogie, Benoît Jacquot, autour d'Yves Lebesco, Judith Godrèche et Virginie Ledoyen chez MK2. Ça sort. Pourquoi dites-vous de ce film, tourné en 1990, Godrèche a 17 ans, vous en avez 40? Ouais, c'était même avant, ouais, je crois. Donc vous dites, c'est mon 2e premier film.
J'ai eu ce sentiment-là, et d'ailleurs, dans ma vie de cinéaste, ça a vraiment eu cette incidence-là. C'est-à-dire que j'avais fait 5 films et j'avais le sentiment que j'étais devant une sorte d'impasse. C'est là que les cinéastes deviennent artistes, malheureusement. Vous voyez ? On a des affres comme ça qui sont attribuables ou attribués en général à ceux qui se disent ou qui sont artistes. Qu'est-ce que ça change d'être artiste, d'avoir été cinéaste et de devenir artiste? Cinéaste, c'est la position de cinéaste, de faire du cinéma, c'est tout sauf faire l'artiste. C'est-à-dire c'est quelque chose qu'on ne fait pas seul, qu'on ne fait pas dans son coin, qui suppose des flux financiers comment dire, avant, pas après le geste même de ce qu'on fait. Voilà, ça suppose un tas de choses qui sont a priori, selon l'idée convenue, le contraire, l'opposé de ce qu'est un artiste ontologiquement, si je peux dire. Si on regarde la palette de votre travail et toutes vos dimensions artistiques, vous travaillez avec Lucchini, c'est-à-dire que vous prenez le théâtre et vous essayez de le mettre en télévision, d'en faire de la télévision, ou vous prenez de l'opéra et vous essayez d'en faire de la télévision, alors qu'on sait que c'est sans doute l'un des exercices les plus difficiles, si on en croit les réalisateurs. Bon, l'opéra, c'est pas la même chose, parce que c'est une mise en scène que j'ai faite moi, à l'Opéra Bastille, l'hiver dernier, du Werther de Massenet. Et quand comme ça avait beaucoup de succès, il y a eu un vœu exprimé de le retransmettre en direct. Et donc, on me demande nécessairement si je le veux bien. Et presque intuitivement, presque par bravade d'ailleurs, je dis d'accord, mais c'est moi qui le fais, le directeur. Je n'ai jamais fait ça de ma vie. Je suis incapable de filmer avec plusieurs caméras. Le camion, régie, tout ce bastrin que je ne connais pas. Et le direct est quelque chose d'a priori, pour quelqu'un qui n'a pas l'usage de ça, un peu... ça fout un petit peu les pétoches. Mais c'était très amusant à faire. Voici ce que ça donne. C'est Werther ? De Werther. Gros plan séquence, c'est du cinéma? Après coup, oui, c'est comme ça. Et ça, ouais, c'est vraiment indécrottable. Ouais. C'est-à-dire que même si ça vient d'une mise en scène faite spécifiquement pour la scène de l'opéra, même si c'est les conditions télé, plusieurs caméras, enfin même beaucoup, le direct, etc. Avec un public, donc il y a dans le public, tout ce machin. Au bout du compte, quand on voit ça sur le DVD qui va bientôt être dans le commerce, il n'y a pas de doute, c'est un film de moi. C'est un film que j'ai fait. Ouais. On voit les coulisses, on voit la manière dont a été tourné ce film et le dispositif télévisuel que vous avez mis en scène. Il y avait des caméras en coulisses. Ouais. Surtout pas trop de voix, pas trop de voix. Est-ce qu'il y a sur un spectacle comme celui-là, est-ce qu'il y a beaucoup de répétitions à l'opéra, vous voulez sur dire cette mise en scène, oui. Ah oui, parce que je l'avais créé en fait à Covent Garden d'abord à Londres, il y a 7-8 ans, oui, même pas, 6-7 ans. Et l'Opéra Bastille, Nicolas Joël l'a racheté complètement.
Et puisqu'on achète les productions comme ça, et donc m'a demandé de la remonter. Et je l'ai remontée pour l'espace de la scène de l'opéra. J'ai changé beaucoup de choses. Et surtout, j'ai eu là des interprètes absolument exceptionnels. C'est-à-dire qu'à Londres, c'était un peu embarrassant parfois, même physiquement. Je veux dire, vous savez, on voit un Werther qui a une tête, qui est une voix d'or, mais qui a une tête d'Inca et qui avance comme une tour. Quand on travaille avec Judith Godrèche, Virginie Ledoyen, Isabelle Huppert, Dominique Sanda, etc., est-ce que quand on met en scène un opéra, on a la même relation avec les acteurs et les chanteurs? Oui, c'est la même chose. Ne serait-ce que parce qu'eux attendent ça. C'est-à-dire les chanteurs attendent d'être dirigés par... d'être mis en scène par quelqu'un comme moi, cinéaste, de cette façon-là, pour trouver quelque chose, en tout cas de quoi ils n'ont pas l'usage en général, et qu'ils attachent à eux, avec raison je pense d'ailleurs, à une sorte d'intimité beaucoup plus forte, enfin quelque chose de plus attaché à leur intimité en tout cas. Messieurs, Alain Weinstein, est-ce qu'il y a une question qui vous titille? C'est-à-dire que j'écoutais ce que vous disiez sur les films d'artistes, sur les artistes tout à l'heure, opposés aux réalisateurs. Et là, regardant cet extrait d'un opéra enregistré pratiquement dans les conditions du direct, avec plusieurs caméras, ce qui n'est pas dans vos habitudes, vous dites, il n'y a pas de doute, c'est un film de moi. Donc si c'est un film de vous, c'est que vous avez fait un travail d'artiste. Certainement. Mais si vous voulez, ce n'est pas une position, encore moins une posture. C'est impossible quand on fait vraiment des films. On dépend, il y a beaucoup trop de vecteurs, de paramètres qui interviennent pour qu'on puisse prendre cette posture d'être seul. Vous voyez, il y a même des caricatures de ça dans les récits qu'on peut faire des tournages ou dans les photos de plateau où on voit des espèces de mimes d'autocrates, Botté, Jo et Cécile B2000 sur ces plateaux ou des choses comme ça. Mais je crois qu'on a besoin quand même d'artistes au cinéma. C'est ce qui permet de voir des films qui ne se ressemblent pas tous, qui ne sont pas différenciés. Mais c'est vrai, mais... faut une signature. Oui, mais ce sont pas des... Oui, mais cette signature, elle est reconnue éventuellement par d'autres. Vous voyez, ça passe par ce... De toute façon, c'est toujours comme ça. Mais au cinéma, plus que n'importe où, je crois. Et l'art est... Pardon. Allez-y. Non, l'art vient comme par surcroît. Voilà. C'est donné. Ouais, c'est parce que c'est... Ralph Marceau, permettez-moi une question. On parle de mise en scène et dans votre travail sur ces communautés. Alors, ce ne sont pas des Roms, ce ne sont pas du voyage, mais aujourd'hui, il y a une actualité qui permet de penser ça. C'est-à-dire que ce sont des gens qui sont à la marge ou entre les deux. Oui, curieusement. Oui. Et dans votre travail, notamment photographique, puisque votre travail d'anthropologue est d'abord bâti sur cette mémoire visuelle, il y a aussi beaucoup de mise en scène. Alors qu'on pourrait imaginer ces photos prises sur le vif, pas du tout. Elles sont extrêmement travaillées et préparées. Oui, c'était en effet le parti pris du départ. Je pourrais juste rajouter une petite chose par rapport à ce qu'a dit Benoît Jacot. On ne chemine jamais seul sur le sentier de la création. C'est Claude Lévi-Strauss. Et je pense que cette idée de l'artiste, moi non plus, je ne me suis jamais revendiqué comme artiste. D'ailleurs, on a commencé à faire ces images avec Arnaud Muller. On n'avait même pas pris de nom. On avait choisi un pseudonyme. Il s'agissait de faire des mises en scène, toujours, parce qu'à l'origine, il ne s'agissait pas de faire de l'anthropologie. Donc, alors, on n'était pas dans une façon de faire un peu balisée, etc. Nous, on faisait des images parce qu'on avait envie de faire des images. C'était un univers qui nous attirait intimement, et on a senti très tôt que, évidemment, on pouvait faire des images parce qu'il y a quelque chose qui attire le regard, il y a quelque chose dans ces postures, dans cette chorégraphie des corps et des masques qui sont construits. Évidemment, la photographie presque s'impose, mais on s'est rendu compte que c'était aussi très difficile de le faire, que, curieusement, c'est un peu la pudeur des exhibitionnistes peut-être, mais ces jeunes femmes et ces jeunes hommes ne se laissaient pas facilement photographier. Donc, on leur a proposé finalement
des dispositifs, des mises en scène où ils pouvaient jouer. On installait un dispositif, un espace, un lieu. On faisait un repérage sur le lieu, on cherchait les gens et on les amenait à un rendez-vous. Et là, finalement, ils avaient... Alors, c'était peut-être pervers de notre part, je ne sais pas, mais en tout cas, je crois que tout le monde y trouvait son compte. Ils jouaient leur propre rôle. Enfin, on leur disait, écoute, tu donnes ce que tu as envie de donner. Presque comme un réalisateur de cinéma. On va revenir sur votre travail passionnant à Berlin dans Résistance à l'effacement. Je vous propose, avant d'aller chercher l'écriture de Toby Nathan, Absent Minded, et je vous propose d'écouter leur musique. Le groupe est emmené par Bert Osti. Vous êtes 4. J'ai parlé tout à l'heure de vos influences et je voudrais qu'on vous retrouve dans un premier extrait de votre album qui s'appelle Envoi. Messieurs. My verses syncopate a bit. I never get used to this. They live it long enough. Enough, I send them out of the house. I don't wanna wait until the toes are cold. Enough, I wanna hear the humming of the sun, of that of my heart, hardening. Enough, they don't show classically, they babble commonly and bluster nobly. Enough, enough, winter their lips sleep. In spring they lie flat at the first one. They ruined my summer. And in autumn it's girls and a broken heart. Another 12 lines on the sheet. I'll hold my hand over the head, then I'll kick him out. Enough, going past the elsewhere. Once sound rhymes, find somebody who cares. Enough, go now, you have feet. This is where the grace laugh when they see their guests. Enough, on corpse on top of the yacht. Go down and stagger to her. Ooh, I do not know. Enough, enough. The winter their lips sleep. In spring they lie flat at the first one. They ruined my summer. And in autumn it's girls and a broken heart. In winter their lips sleep. In spring they lie flat at the first one. They ruined my summer. And in autumn it's girls and a broken heart.
Absent Minded. Merci, messieurs. À tout à l'heure. Toby Nathan, la dernière fois que nous nous étions vus sur un plateau de télévision, c'était il y a quelques années, vous étiez à l'époque ethnopsychiatre. Aujourd'hui, vous êtes plutôt diplomate et plutôt romancier. Comment est-ce que vous vous situez? Est-ce que vous pouvez nous donner un repère biographique? J'étais essentiellement universitaire. J'ai fait des recherches à l'université sur la psychopathologie des populations migrantes et la façon de les prendre en charge. Donc, en effet, j'ai fait une consultation d'ethnopsychiatrie qui a été la première en France. Ça avait fait beaucoup de bruit. C'était prophétique. C'était avant tout le monde. Avant qu'on parle. 79, c'est ça? C'était 79. C'était au moment où on ne disait pas encore que c'était une question fondamentale pour notre pays. Comment assimiler ces populations migrantes, quels problèmes ça posait, quelles étaient les difficultés psychologiques qu'elles traversaient. Bon, puis j'ai enseigné 30 ans à l'université, puis on ne peut pas tout faire la même chose tout le temps, toute sa vie. Alors je suis allé voir ailleurs. Vous avez dirigé l'agence universitaire de la francophonie pour l'Afrique des Grands Lacs. Au Burundi, ouais. Au Burundi. Et ouais, je suis arrivé en 2003 au Burundi. C'était la guerre. C'était les rebelles attaquaient la capitale. C'était impressionnant, quoi. Je suis arrivé, c'était une douche froide aussi. C'était les pays d'où venaient ces gens que vous receviez en consultation, oui, en plus. Ça. C'était d'aller voir sur place comment c'était là-bas et qu'est-ce qui se passait là-bas. Et aujourd'hui, vous êtes à Conakry? Je suis à Conakry, oui. Comment c'est la Guinée aujourd'hui? Je suis tenu à un devoir de réserve, vous imaginez. Je suis conseiller de coopération et d'action culturelle à Conakry. Conakry c'est fascinant, c'est un endroit fascinant, mais je l'avais déjà imaginé fascinant et je l'ai trouvé encore plus fascinant sur place. Et vous revenez à des amours premières, puisque je me souviens qu'il y a très longtemps, vous avez écrit des romans policiers, et aujourd'hui, vous êtes dans un roman qui a pour titre « Qui a tué Arlozorov », Victor Arlozorov ou Haïm Arlozorov. C'est publié chez Grasset. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire? Et c'est il y a quelques semaines, par le plus grand des hasards, on recevait sur ce plateau Karine Thuil pour 6 mois, 6 jours, également chez le même éditeur. Et il y a un même fait divers qui vous a inspiré l'un et l'autre. Bon, enfin moi c'est pas le fait divers, parce que... Non mais vous êtes parti de là, et elle aussi, c'est ça que je veux dire. C'est-à-dire, c'est plus compliqué. C'est-à-dire, vous avez sauté un temps de ma biographie. J'ai été conseiller culturel à Tel Aviv avant d'être conseiller culturel à Conakry. Donc j'ai fait Bujumbura, Tel Aviv, et puis ensuite Conakry. Et donc quand j'étais à Tel Aviv, il y avait quelque chose qui m'a fasciné, moi, à Tel Aviv, c'est qu'il y a un endroit, enfin il y a un nom qui est là tout le temps à Tel Aviv. C'est-à-dire que vous avez une rue Arlozorov à peu près dans chaque ville du pays. Mais qui est-ce? Et justement, alors, quand vous demandez à un Israélien qui est Arlozorov, il ne sait pas. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est constamment là, qui est le noyau même de la ville, surtout Tel Aviv. Et puis, les gens ne savent pas qui c'est. Sinon que c'est dans la façon de parler, par exemple, vous m'avez pris ce bouquin, je vous dis, rends-moi mon livre, et vous me répondez, c'est moi qui ai tué Arlozorov aussi. Parce que c'est un mystère. Qui a tué Arlozorov est un mystère. Parce que le 16 juin 1933, sur la plage de Tel Aviv, ce Arlozorov, qui était le plus brillant des responsables de l'implantation juive en Palestine. Diplomate sioniste. Oui, il deviendra diplomate ensuite, mais en fait, à ce moment-là, c'est le fondateur de la Histadrout, c'est-à-dire de la CGT israélienne, si vous voulez. C'est le fondateur de la CGT israélienne à ce moment-là, enfin, pas encore israélienne, palestinienne à ce moment-là. Et donc, cet homme est assassiné sur la plage de Tel Aviv. On imaginait, il avait 33 ans, on imaginait que cet homme qui était si brillant à 33 ans allait devenir probablement, je ne sais pas, le premier Premier ministre, le premier président du pays, si ce pays allait voir le jour. Et cet homme est assassiné sur la plage. Donc, à la fois, c'est complètement mystérieux, et en même temps, personne ne se pose la question. C'était très étrange.
Et on sent que c'est la fondation même de l'endroit. Et moi, je sais, pour avoir été justement, comme vous disiez, en Afrique, avoir rencontré des tas d'endroits en Afrique, que souvent, vous savez, au noyau d'une ville, il y a un meurtre. En dessous d'une ville, il y a un ou des morts. Hein. Et donc, j'ai l'impression que c'est sur le meurtre d'Arlozorov que va se construire et la ville et le pays, en fait. Mais alors, cet Arlozorov, dans son enfance, a connu une femme qui, plus tard, deviendra Magda Goebbels. Oui. Et pour le coup, il y a un certain nombre de thèses qui peuvent circuler. Vous en choisissez une. Oui. Bon, voilà, vous faites votre travail de romancier. Donc, cette femme qui a eu un père adoptif juif, qui l'a renié, et dont on peut imaginer qu'elle va peut-être aussi renier cet amour de jeunesse qui est Arlozorov. On vous écoute dans votre manière de romancier avec Alexandra Lemasson. Goebbels savait. Dès qu'il avait présenté Magda à son guide, son idole, il avait bien vu qu'au premier regard, Hitler l'avait adoptée. Quant à Magda, elle avait été happée, comme aimantée par le chef, le fixant comme un chien guette le moindre signe de son maître, devançant ses mouvements, précédant ses désirs. Si Hitler l'avait souhaité, elle se serait aussitôt précipitée dans ses bras, à ses pieds, dans son lit. Hitler lui donnait vie rien qu'en lui adressant la parole. Alors qu'il détaillait sa silhouette, examinant chaque détail de sa tenue, elle lui demanda « Êtes-vous marié, Herr Hitler ?»« Non, madame, je ne suis pas mariée, je ne me marierai pas. »« Comment pouvez-vous dire une chose pareille, Herr Hitler ? Peut-être n'avez-vous pas encore rencontré la femme qui... » Il ne s'agit pas de cela, madame, je ne saurais être bigame. Je suis déjà mariée. J'ai épousé l'Allemagne. Elle avait senti que ce n'était pas simple façon de dire. Elle avait aussitôt imaginé que s'il était une personne susceptible de l'accompagner, de l'écouter dans toutes les nuances de sa pensée, de le suivre au cœur de ses complexités, de ses contradictions, ce ne pouvait être qu'elle. Et le plus étrange était que Hitler avait pensé la même chose. Lui qui rêvait d'une femme parfaite, aryenne jusqu'à la racine des cheveux, éduquée, à la fois profonde et soumise. Mais si la pensée de Hitler courait à l'idéal, sa sexualité avait d'autres exigences. Si bien qu'il avait aussitôt amorcé un mouvement de recul. Merci Alexandra. Merci. C'est beau quand elle le dit. Quand elle le dit, mais quand vous l'écrivez aussi. Magda Goebbels, on parlait de suggestion tout à l'heure à propos du film de Benoît Jacot. Là aussi, on est dans quelque chose d'étonnant que vous savez parfaitement décrire, qui est Hitler a face à lui l'idéal de la femme, ou la femme idéale, et elle-même a face à elle l'homme idéal, en tout cas dans toute sa puissance de mort, de destruction, et de pouvoir absolu sur l'humanité qu'elle imagine. Pourtant, cette femme a eu la même relation, et cette fois d'amour, avec ce juif. Et on voit bien comment peut évoluer ce livre. C'est-à-dire qu'on imagine à un moment qu'il y aura sacrifice. Bon, et on laisse le livre ouvert. Pourquoi est-ce que vous allez chercher des choses à ce point irrémédiable? Ce sera de toute façon mortel. Enfin, ce sera de toute façon dans la... pas mortel, mais destructeur. Ah bah oui. Absolument destructeur. Absolument destructeur, oui. Bon, enfin, je sais pas, vous me posez une question, pourquoi? Je sais pas, parce que je suis foutu comme ça, je sais pas comment vous dire. Parce que je m'intéresse à des choses qui sont à l'envers, quoi. Je m'intéresse à l'envers des choses, plus exactement. Je m'intéresse à l'envers des choses, mais plus précisément, Magda est un personnage qui est étonnant, et ça m'a beaucoup intéressé d'aller chercher ce personnage. C'est-à-dire que, pour rendre justice au personnage, pas à la femme, mais au personnage, elle est née, c'est une fille naturelle, elle est fille de domestique en fait, et
elle n'a pour elle que sa beauté et son intelligence. Et cette femme décide, elle qui n'a que sa beauté et son intelligence, d'arriver au summum absolu de l'État, du pouvoir, de la puissance. Et donc, elle s'engage là-dedans. Elle ne le sait même pas qu'elle poursuit un tel projet mégalomaniaque. Elle ne le sait pas, mais elle s'embarque là-dedans. Et sa première rencontre, c'est cet homme fascinant qu'est Arlosoroff, le premier. Et à ce moment-là, elle est prête à aller jusqu'au bout avec lui. Elle apprend l'hébreu. Elle décide de partir avec lui en Palestine. Elle veut fonder le futur État juif. Et puis, lui, il est beaucoup moins mégalo qu'elle. Hein. Lui, il dit une femme, une autre, et puis il la laisse là, et il va voir ailleurs. Et à ce moment-là, elle épouse un industriel qui est probablement l'industriel le plus riche d'Allemagne à ce moment-là. Elle devient richissime. Et ça ne lui suffit pas. Parce qu'elle a l'argent, mais l'argent ne lui suffit pas. Elle veut vraiment aller au sommet. Et donc là, elle va chercher le pouvoir et le pouvoir absolu. Et c'est elle qui ira chercher Goebbels. Elle ira le chercher, le cueillir. Et quand Goebbels... L'anti-arien. Enfin, oui, physiquement, c'est l'anti-arien, mais c'est quand même le philosophe de l'arianité. Et en même temps, lui, il est paradoxal. Il est le contraire de ça. Et quand Goebbels, on peut lire dans le journal, il dit « J'ai vu une femme, une belle, belle femme. Il est fasciné par elle. Il ne comprend pas comment une femme pareille peut s'intéresser à lui. Elle va, et en fait, Goebbels est son chemin vers Hitler, en fait. Hein. Et il la conduit jusqu'à Hitler. Et Hitler, probablement... la donne à Goebbels pour la garder autour de lui, puisque exactement. Lui ne peut pas aller au phare. Ce parcours est un parcours hallucinant, en fait. Hein. Sur la question sur laquelle vous ne vous étendez pas, c'est l'assassinat de ses enfants. Parce qu'elle tue ses enfants. Oui, alors à la fin de la ça guerre. finira très très mal, oui. Ouais, et comment... Est-ce que c'est logique, enfin, je veux dire, dans votre manière que vous avez de regarder l'envers des choses, est-ce qu'il fallait qu'elle aille aussi jusque-là, jusqu'à tuer ses enfants? Oui, bien sûr, elle tue ses enfants pour qu'ils vivent, en fait. Hein. C'est-à-dire qu'elle sait très bien que si ses enfants survivaient, ils seraient soumis à un véritable lavage de cerveau par la dénazification qu'elle sait est en train d'arriver. Et donc, à ce moment-là, ils changeraient. Il ne faut pas qu'ils changent. Il faut qu'ils survivent tels qu'ils sont. Donc, si on veut avoir une chance pour qu'ils demeurent ce qu'ils ont été, il faut les tuer sur place pour pas qu'ils évoluent, en fait. Et c'est pour ça qu'elle les tue. Hein. Quels sont les comment dirais-je, les... Et elle se suicide aussi, hein. Oui, bien sûr. Ouais. Quels sont comment dirais-je, j'ai perdu mon mot, tiens, c'est intéressant. C'est un lapsus par le silence. Qu'est-ce que vous voulez dire? La latitude que vous prenez par rapport à l'histoire. Très peu. En vérité, très peu. Ce qu'on sait avec certitude, c'est que Arlosoroff et Magda ont eu une relation. Je ne sais pas si elle a duré aussi longtemps qu'elle dure dans mon roman, mais en tout cas, ils ont eu cette relation. Que tout ce qui concerne la rencontre entre Magda et Goebbels et Hitler, etc., tous ces éléments sont historiques. Tout ce que j'ai fait, c'est donner de la chair et mettre en scène ces différents événements. Toute la partie moderne, évidemment, je l'ai inventée, hein, la partie moderne. La rencontre avec le conseiller culturel de Tel Aviv. Oui, j'ai bien compris. J'ai bien compris. Et effectivement, c'est sur cette partie moderne que vous êtes très proche de Karen Thuil, voilà, puisque l'héritière d'une grande famille industrielle allemande, d'une entreprise allemande qui n'a pas été dénazifiée, est soumise à un chantage par celui qui se fera passer pour un militant. On pourrait considérer d'ailleurs que le livre de Karen Thuil, ça forme un tout, quoi. On devrait les vendre ensemble. Parce que c'est comme si l'un était la suite de l'autre, je trouve. Et c'est super intéressant, je trouve. Je voulais vous proposer un extrait de polémique. C'est la rentrée littéraire. Il y a Yannick Enel qui publie Jan Karski chez Gallimard et qui se fait littéralement allumer ou déchiré par Claude Lanzmann. Regardez ce que ça donne, les arguments des uns et des autres, sur quelle distance peut-on prendre ou pas avec l'histoire. La vérité, c'est un mot qui a un sens pour moi. C'est un concept qui a un sens. Apparemment, ça n'en a aucun pour Enel, puisqu'il explique que la vérité
n'existe pas et qu'on peut faire ce qu'on veut à partir du moment où on prétend se livrer à la fiction. Je m'insurge contre l'idée complètement archaïque que Claude Lanzmann se fait de la fiction, et par là même de la littérature, parce qu'il dénie à la fiction le droit et la possibilité même d'entrer dans la complexité des individus. Je pense que Claude Lanzmann en est resté à une conception très positiviste de l'histoire. Et je pense que l'histoire, avec un grand H, peut être appréhendée par les moyens de la littérature et par les moyens de la fiction, et que la fiction, ce n'est pas du faux. Alors, je vais vous demander peut-être une prise de position à vous sur cette polémique-là. Simplement, Jan Karski, c'est un Polonais juif qui témoigne dans le film de Lanzmann, et Enel le prend comme personnage littéraire. Je sais bien. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Alors, je vais vous dire, je trouve que les deux ont raison. Je pense que Lanzmann a parfaitement raison parce qu'il a connu Jan Karski et qu'il l'a fait témoigner et qu'il dit ce que dit Enel sur Jan Karski est faux, je l'ai connu, je peux témoigner que c'est pas vrai. Donc là, c'est pas du tout le contexte de ce que j'ai fait. Moi, j'écris un texte sur des gens dont on a perdu la trace, en fait, dont on connaît simplement leur empreinte sur l'histoire. Et ce que je fais, au contraire, je leur donne de la chair pour qu'on puisse après les commenter. Et je trouve que Enel a raison, parce qu'il dit un romancier, c'est autre chose. Mais je sais, évidemment, s'emparant d'un personnage qui est un personnage historique réel qu'a connu Lanzmann, c'est pas tout à fait la même chose. Alain Weinstein, j'imagine que vous avez interviewé les deux. Non, j'ai interviewé Yannick Enel, mais pas Claude Lanzmann. Je pense aussi que ils ont raison tous les deux. Le point de vue de chacun est tout à fait légitime. Bon, Lanzmann, c'est vrai, après Auschwitz, on ne fait pas de littérature, disons, pour simplifier, et on ne peut pas lui donner tort. Le problème dans la polémique en question, c'est que le livre de Yannick Enel était beaucoup plus complexe que ça, puisqu'il proposait 3 points de vue, 3 approches différentes d'un même sujet, justement pour montrer la difficulté de l'approche de la vérité historique, d'une part, et d'autre part, depuis pas mal de temps, on sait bien que pour traquer des vérités extrêmement difficiles, qui ne se présentent pas comme ça d'emblée, la fiction est un moyen d'en obtenir au moins des éclats. Et de délier les pensées ou les dires. Voilà, c'est ça. Toby Nathan, je voudrais qu'on termine cette conversation avec vous sur l'ethnopsychiatrie, et je voudrais vous montrer un extrait de la consultation de Marie-Rose Moreau à l'hôpital Avicenne de Bobigny. Et voici une interprétation qu'on peut y entendre à propos d'un enfant turbulent qui ne peut retenir ces hurlements, soyons précis, et qui ne tient pas en place sur les genoux de sa mère. Ceci est un documentaire de Laurence Petit-Jouvet qui a été réalisé en 2002 à l'hôpital Avicenne, donc à Bobigny. Ça m'a fait me souvenir de la manière dont on procède au baptême chez moi. On sort l'enfant de la maison avec la mère et on réunit toute la famille et on lui donne un nom. Et en plus du nom, il faut lui trouver un parrain. Et le parrain n'est pas su d'avance. Et celui qui procède à la nomination, il prend l'enfant et il passe de main en main comme ça. Et finalement, on pose l'enfant sur le genou qui était prédestiné pour le parrain. Et je me dis que Siaka n'a pas de parrain, celui qui se posait. N'empêche que ce qui est vrai, c'est que Siaka, pendant tout le début de la séance, il a cherché quelque chose qui le rassure à l'intérieur de lui. Il a cherché sur plein d'endroits différents. Puis il l'a trouvé, finalement. Ça vous rappelle Oui, bien sûr. Marie-Rose
a passé sa thèse avec moi il y a longtemps, dans une autre vie. Hein, donc, elle a bien appris. Elle a bien appris. Je veux dire, c'est-à-dire, l'ethnopsychiatrie a toujours essayé de prendre les richesses qu'apportaient les migrants avec eux en venant. C'est-à-dire, quand les migrants arrivent ici en France, ils ne viennent pas sans rien. Je ne parle pas de leur bagage physique, mais je ne parle pas non plus de leur richesse physique, mais ils ont plein de traditions, de coutumes, et parmi ces traditions et ces coutumes, beaucoup sont signifiantes, riches et utiles, et tout particulièrement pour les prises en charge psychiatriques, justement. Et surtout sur la nomination des enfants. Je veux dire, si on regarde, si un martien regardait les humains sur Terre, il dirait que franchement, les Occidentaux sont des barbares parce qu'ils pensent que c'est eux qui donnent le nom à l'enfant. C'est-à-dire que c'est des parents qui imaginent un nom à un enfant. Tous les autres peuples sont suffisamment savants pour savoir que les enfants ont déjà un nom. Et il s'agit de retrouver le nom qu'ils ont. Donc évidemment, on ne laisse pas faire des jeunes parents innocents pour trouver le nom, ça va de soi. Je vous renvoie, je renvoie ceux qui nous écoutent, publié chez les gens pêcheurs de Tourner en rond à ce texte que vous signez et ces écrits sur la psychothérapie, sur la guerre et sur la paix. Ça s'appelle « À qui j'appartiens ». Ça fait exactement écho à ce que vous dites. Et par ailleurs, ce qui vous fâche avec la communauté psychanalytique en France aussi, c'est cette approche, c'est-à-dire aller chercher chez l'autre ce qui le fait. Et il y a une phrase, par exemple, concernant René, que vous citez, hein, on parle du centre Georges d'Évreux, qui a été ce maître que vous avez eu, et avec lequel vous avez rompu, mais sans doute parce que vous avez considéré qu'il vous avait transmis ce qu'il fallait, et qu'à un moment ça s'est arrêté. Et donc il y a René qui a été croque-mort, etc., et qui aujourd'hui se trouve dans sa folie. Hein. Faisons simple. Et vous dites ceci, et je trouve que ça résume absolument ce qui peut faire polémique avec une partie de la communauté psychanalytique en France. Vous dites ceci: René ne croit pas qu'il a une relation avec les morts, il a une relation avec les morts. Et là, il y a tout ce qui fait l'ethnopsychiatrie. Hein. Je trouve que là, il y a une phrase magnifique. Et je renvoie à ce texte qui est superbe parce qu'il est limpide dans la manière dont on peut le comprendre immédiatement. Et ça c'est très intéressant par rapport à une discipline qui demande quand même un peu de connaissance. Est-ce que vous avez un objet avec vous ? Oui, vous m'avez dit de rapporter un objet, mais un objet symbolique. Je l'ai toujours avec moi. C'est ma montre. C'est ma montre, parce que, vous savez quoi ? C'est la montre d'Arlosoroff. Exactement. Parce que je vais vous dire quelque chose. Il y a une chose qui est... Parce que vous me demandiez quelle était ma liberté parce avec que la montre d'Arlosoroff, c'est important dans le bouquin. Quelle est ma liberté avec l'histoire ? C'est que lorsqu'il est assassiné, Arlosoroff, à qui je la montre ? Ma montre. Peut-être à la caméra. Voilà. Je la voyais pas, la caméra. Quand il a assassiné... Tournez-la. Voilà. Quand il est assassiné... cette caméra-là. Peut-être cette caméra, alors. C'est bon, là ? Voilà. Alors, si vous voulez que je vous dise ce qui est écrit dessus... Voilà. Qu'est-ce qui est écrit dessus ? Il est écrit « Les Yom Tov mi Yehudit ». À Yom Tov, de la part de Judith. Yom Tov, c'est moi, et Judith, c'est ma chérie. Et donc, mon épouse. Bon, donc, pour vous dire ce que j'ai apporté à l'histoire d'Arlosoroff, c'est que au moment où il est assassiné, les assassins lui disent « C'est toi, docteur Arlosoroff ?» Et il dit « Oui, ça c'est avéré, hein, ce sont des choses avérées. » Et à ce moment-là, ils lui disent « Kamacha ». C'est du mauvais hébreu, et on pourrait le traduire par « C'est combien l'heure ?» On ne dit pas c'est combien l'heure, on dit quelle heure est-il. Et à ce moment-là, il sort sa montre, jusque-là tout est juste, et il est abattu de 2 coups de revolver dans le ventre. Pourquoi ils ont demandé l'heure ? Et justement, à cette question, personne ne sait répondre. Et ce que j'ai apporté, c'est moi qui explique, parce que cette montre avait une histoire, et je raconte l'histoire de la montre. Mais si je dis quelle est cette histoire, plus jamais on va... Non, il faut acheter le livre. Donc, Alain Lavenstein, même chose. Quelle question vous poseriez ou dans ce qu'a dit ou dans ce qu'a laissé Eh bien, écoutez, dans cette séquence, il y a plusieurs choses qui m'ont intéressé. Je commencerai par la lecture
qui a été faite par Alexandra. Alexandra, je ne sais pas si les téléspectateurs ont pu le voir, levait les yeux du livre à certains moments pour les jeter, littéralement, je crois que c'est le mot qui convient, dans les yeux de l'auteur du livre. Comme si la vérité du livre se trouvait dans les yeux de son auteur. Et ça m'a beaucoup intéressé. Alors, quant à la question... Pour répondre sur cette idée de la sacralisation du texte, que je pourrais vous demander de lire, ce qu'on fera tout à l'heure, ou ce que moi je pourrais lire, ce qui est important, c'est que le téléspectateur est vraiment en demande d'une lecture. On est quand même à la télé, ça pourrait apparaître chiant. Hein. Or, là, il y a une demande de lecture. Mais là, c'était pas de la sacralisation, c'était d'essayer, enfin, moi j'ai interprété comme ça, de mesurer, de valider chez l'auteur le degré de partage qui pouvait exister à travers cette lecture. Bon. Et puis, alors, je remonterai au tout début de l'entretien avec Nathan, c'est lorsqu'il a dit « il faut changer de temps en temps, on ne peut pas faire toujours la même chose ». Et au psychanalyste qu'il est, je demanderais quelle vie fuit-il en cherchant à vivre d'autres vies, à travers le changement. Bon, vous avez sûrement raison, j'en sais rien, je fuis certainement quelque chose, mais je ne pense pas que je fuis, hein. Je pense que je vais plus loin, mais bon, mais je ne sais pas si plus loin, c'est pas derrière. C'est celle que vous laissez de côté. Ah oui, évidemment, chaque fois qu'on fait quelque chose, on laisse plein de choses de côté, non, c'est certain. C'est un artiste comme intervieweur. Hein. C'est simplement que quand on a fait beaucoup la même chose et qu'on sent que tous les regards qui sont posés sur vous vous contraignent à toujours être la même chose, si vous avez envie d'être autre chose, ou en tout cas d'explorer autre chose, pas d'être autre chose, mais d'explorer autre chose, vous êtes bien obligé de quitter tous ces regards qui se portent sur vous d'une manière ou d'une autre. Et le mieux, c'est partir, quoi. Et puis, c'est extraordinaire d'être obligé de repenser et l'environnement et la langue dans laquelle on va communiquer et le regard qu'on a sur soi-même. Enfin, on est obligé, quoi. On est obligé à quelque chose. Je ne sais pas si je vous réponds. Hein, regardez la démarche chez Ralph Marceau et Arnaud Müller. En tout cas, pas de la même manière. Marceau et Müller savaient que la chance en photographie est un hasard éphémère. Il faut pouvoir saisir l'ineffable dans l'instant décisif, bluffer le game over du nevermore. Ils voulaient conserver une trace de ce moment où, subi avec ce t-shirt, ses dreadlocks et son piercing dans le cou qui n'arrivait pas à cicatriser, aurait mâchonné une plante, mais ils ne voulaient pas se satisfaire des herbes dont le terrain était couvert. Ils refusèrent d'utiliser ce type de graminée sauvage, car elle leur évoquait vraisemblablement trop l'image rebelle et surannée du poulbeau montmartrois, elle-même déclinaison du personnage de Gavroche. Les photographes préférèrent aller chercher un épi de blé au nord-ouest de la ville, dans le quartier de Lubars, où il y avait encore des champs cultivés à l'époque. On voit évidemment à peine ce détail sur l'image, malgré son importance, mais il dépasse probablement toutes les fictions que l'on imaginerait volontiers. Cette idée de germination. Et Soubi, le voilà, on est dans le Wagenburg d'East Gallery, hein, donc ça c'est Berlin 1992, et dans cette mise en scène que vous imaginez pour les photos que vous faites, vous allez chercher cet épi de blé dans un champ, alors que vous êtes plutôt au milieu de la crasse, et on va revenir sur cette idée de crasse plus tard. Mais il y avait, c'est beau cette idée de germination, c'est-à-dire que être à contre-image. Oui, bien sûr. Bien sûr. Mais pas, je sais pas. C'est parce qu'en fait, il faut se méfier des images reçues. Il faut aller à contre-emploi, finalement. C'est comme ça qu'on fait venir les choses. Parce que quand on est dans l'évidence, en fait, on est peut-être justement dans la répétition.
On voit bien qu'on n'est pas là. On est là quand on crée quelque chose, quand on crée un décalage, et c'est dans cet interstice qu'on arrive à dire l'extrême ambiguïté des choses. Hein, parce que bon, ces personnages qu'on a photographiés, le public les reçoit toujours avec une forme de condescendance, une forme de distance. Et nous, ce que nous voulions, c'était chercher, même si c'était très difficile, de faire cet appaire d'une complexité qui dépasse toutes les caricatures. Alors, qui sont ces personnages? Situons-les. Alors moi je disais communauté punk, mais en même temps je parlais de communauté européenne, parce qu'ils viennent ils viennent de l'Europe entière. Oui, ils viennent de l'Europe entière. Punk, c'est un usage commun, mais en vérité, si on leur demande, aucun ne dit « je suis punk ». Et même si, surtout, ils ont l'air de punk avec une crête, des clous, des blousons avec des clous, ils disent « on n'est pas punk », ils disent « on est des gens ». Et donc, c'est là-dessus qu'il faut partir, justement. Ils sont des gens. Alors, dans toute cette complexité-là, on va vers eux. Et ils se sont retrouvés là-bas parce qu'il y a eu un appel d'air. L'histoire est un peu complexe, mais ils s'installent dans des roulottes Ils s'installent dans des roulottes parce que les Allemands les avaient déjà installés. On a vu Werther tout à l'heure. Depuis le mouvement du Sturm und Drang du 19e, il y a quelque chose dans la culture allemande qui est cette espèce d'intense nostalgie de la nature, que l'on sent bien d'ailleurs à Berlin, où les espaces sont si grands, du fait évidemment des traumatismes de la guerre qui ont laissé plein d'espaces vides. Enfin, maintenant, ça commence à se reconstruire, mais il y a toujours... Il y a de la spéculation. Hein, oui, bien sûr, la spéculation va certainement avoir raison du moindre centimètre carré, comme partout, mais il y a encore énormément d'espace, et il y avait déjà ces campements avant la chute du mur, et à la chute du mur, bien sûr, il y a différentes raisons qui ont fait que tous ces jeunes qui étaient sur la route ne pouvaient plus y rester dans les pays où ils étaient, que ce soit en Angleterre ou en France, et ils se sont retrouvés à Berlin. Alors, ce livre, hein, une remarque, c'est avec Arnaud Müller, mais Arnaud Müller est mort. Il avait... Arnaud Müller. Il a francisé son nom d'ailleurs. Oui, il est devenu français. Il est devenu français. Oui. Et ce que je remarque, c'est que dans la manière dont vous écrivez, ce qui a initialement été une thèse d'anthropologie, vous dites Marceau et Müller. Oui. Vous auriez pu dire je, nous. J'aime pas trop le jeu. Justement, quand je disais on ne chemine pas seul, ces images, on les a faites évidemment parce que nous avions envie de les faire, mais on les a faites avec eux, on les a construites patiemment. Alors c'est un travail, autant on a documenté toute cette aventure, autant on l'a fabriquée d'une certaine façon. Autant on peut dire, je peux dire peut-être qu'il y a une culture des Wagenburg, mais autant je l'ai fabriquée, je la fabrique. Alors on va se promener dans votre exposition et dans votre livre, hein, Galerie Fête Éco, c'est rue Quincampoix à Paris. Simplement, vous n'aimez pas le jeu, mais quand vous parlez de cette communauté dont l'un des signes d'appartenance est par exemple le tatouage, je vois que votre jeu à vous est aussi d'être tatoué. Donc il y a une proximité vous concernant? Mais ce sont des sédimentations qui arrivent dans les échanges. On ne réfléchit pas toujours quand on fait les choses. On les fait parce qu'on a envie de les faire. Hein. On ne cherche pas de sens spécifique. On fait parce qu'on a envie d'être avec quelqu'un, on a envie de partager. Alors moi je l'ai fait parce que j'en avais envie. Peut-être c'était une façon autant de définir une identité, bien que ça n'a pas été franchement une de mes préoccupations, mais c'était aussi peut-être une identification, appartenir à... Immense respect par rapport à cette communauté, par rapport à ce groupe. Mais une infection, évidemment, on ne peut pas aborder n'importe quel travail d'anthropologie, il va forcément vers un groupe, et on est là dans une prudence, dans une attente, on essaie de... Alors on parlait de la fiction tout à l'heure. Une sympathie aussi. Une empathie, oui, bien sûr, on essaie de traduire. Et bien sûr, traduire, c'est toujours avec nos mots, c'est jamais avec les leurs. Alors traduire, c'est évidemment trahir, mais il faut essayer de trahir la langue dans laquelle on écrit. Alors regardons ce que vous faites avec la photo, justement, et peut-être que vous pouvez nous donner quelques clés de chacune de ces photos, qui ont à voir avec le groupe que vous observez. Oui.
Là, il s'agit d'un objet que j'ai réussi à faire remonter du terrain parce qu'on a fait une exposition il y a 2 ans au musée de Kreuzberg et j'en avais marre d'avoir écrit et faire des photographies et j'avais vu de toute façon dans les caravanes qu'il y avait des objets qui pour eux ne sont pas ni des objets d'art mais qui pour moi je trouve sont d'une grande qualité. Et là par exemple c'est une forme de centaure, une sorte de forme de personnage mutant, à la fois humain dans cette utilisation d'un bébé et un corps d'animal. Alors, c'est un des objets que j'ai montré parce que je trouve que la figure du centaure est effectivement peut-être emblématique de ces campements où on est toujours dans l'imprécis, dans une forme de mutation. On le sent dans tous les objets qu'il crée, il y a toujours cette récurrence du grotesque, du monstrueux. Mais ces campements, comment est-ce qu'on y vit? Est-ce qu'il y a l'eau? Est-ce qu'il y a l'électricité? Non, ça c'est évidemment, c'est du camping. C'est peut-être le terrain de camping le moins cher d'Europe, mais il n'y a pas beaucoup de confort. Il y a certains campements où il y a en effet l'électricité, mais bon, généralement c'est avec des groupes électrogènes où les gens ont peu d'eau. Là on voit un campement qui n'existe plus, qui s'appelait Mad Max, et il est situé près du grand squat de Köpi, où est inscrit sur le mur « La frontière ne court pas entre les êtres, mais entre le haut et le bas ». C'est cela ce que signifie ce... On dirait, c'est comme disait notre ancien Premier ministre, c'est la France d'en haut et la France d'en bas. Voilà, ouais, enfin c'est toujours d'actualité, mine de rien. Mais là c'est plus particulier parce que c'est un immeuble qui est situé sur la frontière, l'ex-frontière. À ce propos, est-ce qu'il y a une dimension politique dans le discours, dans la posture, est-ce qu'il y a une revendication politique? Oui, il y a une idée de vouloir changer ou de vouloir mettre à bas un système. Il y a une volonté un peu anarchisante parce que il y a le A d'anarchie est récurrent, mais sont-ils véritablement anarchistes avec un discours politique? Pas véritablement. En fait, je crois ils ont envie qu'on les laisse tranquilles, curieusement, qu'on leur fiche la paix, parce qu'ils sont assez bien là où ils sont. Ils vivent très pauvrement, mais pas si malheureux qu'on pourrait ce que j'ai essayé de transmettre. Alors, il y a de la violence quand même, apparemment. D'abord, il y a de la violence parce qu'on se fait mal au corps. Quand on parlait tout à l'heure c'est Tony, je crois, qui avait un anneau dans le cou. Soubi, pardon. Qui avait un anneau dans le cou et qui ne cicatrisait pas. Donc, oui, mais vous le percevez comme une violence parce qu'on a, nous, ce rapport au corps. On ne touchera pas au corps, c'est un des commandements du Deutéronome. Alors évidemment, nous sommes tous dans cet univers, dans cette façon de penser. Mais pour eux, la question ne se pose pas. D'une certaine manière, ils n'en souffrent pas. D'ailleurs, moi, je peux dire, quand j'ai fait aussi ces marques, j'ai pas vraiment souffert. Pourquoi sont-ils européens ? Parce qu'ils viennent, c'est le hasard des circonstances, ils viennent de tous ces pays d'Europe et ils construisent quelque chose. Leur culture d'origine, finalement, bien sûr, ont un impact dans ces échanges, mais ils arrivent, même quand ils ne se comprennent pas, et il y a aussi vraiment, je dois dire, les Allemands sont formidables parce qu'ils accueillent, et ça c'est très intéressant, les Allemands accueillent les jeunes Allemands accueillent les autres, et ça se construit, ça fabrique ensemble, il y a des concerts, il y a des cuisines populaires, il y a toute une organisation extraordinairement sophistiquée. Quand on regarde cette dernière photo, là, on peut avoir l'impression qu'il y a vraiment, est-ce qu'il y a une dimension tribale, ne serait-ce que parce que vous avez imaginé des armes pour eux, etc. Le côté tribu, enfin, tel qu'on le dit aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on peut avoir il y a la tribu des jeunes de 15 ans qui habitent dans le 20e. Oui, je crois, tribu, c'est peut-être un usage qui est facile, journalistique, on peut dire c'est une tribu. Ce sont des groupes de gens, ce sont des groupements, et comme les Roms, d'ailleurs, on fait un ensemble avec les Roms, ce sont des familles, les Roms, ils se connaissent des fois pas les uns les autres, et c'est la même chose sur les Wagenburg, je l'ai montré, il y a différents Wagenburg, chacun a sa façon, chacun a sa manière, chacun a son usage. Que font-ils de leurs enfants ? Ils les élèvent aussi bien que n'importe quels enfants. Oui, mais... Non, curieusement, j'ai vu souvent des enfants finalement très sages. De toute façon, les enfants vont à l'école. Et les enfants ne reproduiront peut-être pas le style de vie de leurs parents. Mais je ne trouve pas, enfin, d'après l'expérience que j'ai, il n'y a pas l'air d'avoir de conflit.
Il y a certainement, d'ailleurs, curieusement, moins de conflits entre leurs enfants et eux-mêmes qu'eux-mêmes ont pu avoir peut-être avec leurs propres parents. Ah oui, donc il y a là une belle évolution quand même, Oui, je pense. générationnelle. Oui, en tout oui, cas. je trouve ça plutôt positif. Je parlais tout à l'heure de la saleté, on peut même dire de la crasse. Et est-ce qu'il y a un rite de la saleté? Est-ce que c'est une manière de se positionner? Non, c'est un usage. Dans un endroit où il n'y a pas d'eau et où... Oui, mais vous parlez des crusty, par exemple, aussi dans votre livre, qui bon, sont ceux qui insistent sur les c'est couches peut-être, en effet, une façon de se démarquer, justement, en laissant la crasse. Ça fait partie, de toute façon, je crois qu'on le sent, ça fait partie de toute une construction très savante d'un masque. Que ce soit dans les vêtements ou même dans la coiffure, dans les tatouages, dans ces marquages. Il y a un jeu avec les masques, il y a un jeu de masques extraordinairement subtil. C'est pour ça d'ailleurs aussi que faire des images, c'est si compliqué, parce qu'on fait une image et on va les fixer dans un de ces moments, alors que c'est les réduire à ce masque. Le masque est en permanence différent. D'où le titre du livre publié aux Presses du Réel, La résistance à l'effacement. Non, ça, les titres, on se demande parfois peut-être s'il n'y a pas tellement de choses personnelles dans un titre. Et dans vos titres de chapitres, c'est des titres de films? Oui. Ça aussi, ça c'est votre côté cinéphilique? Peut-être, oui. Hein? Mais je crois que ça faisait sens par rapport au sujet évoqué. Ouais. Pourquoi ne pas se faire plaisir quand il y a des bons films? Et une dernière chose sur la manière, sur la culture de ces gens. L'autre jour, vous entendez dire à Catherine Clément sur France Culture, elle vous disait, mais en plus, ils mangent mal. Oui, parce que elle a un usage des repas qui évidemment n'est pas le leur. Mais ces garçons et ces filles ont leur rationalité propre, il faut leur laisser. Ils ne sont pas sous-alimentés de toute façon. Il faut leur faire confiance. Il faut faire confiance aux gens aussi. Ils mangent évidemment différemment. Mais bon, ils l'ont fait, mais on ne peut pas les fixer non plus dans cet usage. Ils ont changé depuis, c'est déjà autre chose. Je voudrais vous faire écouter quelque chose qui appartient à ce groupe aussi. Voilà, quelques images de Camera Lines pour la gloire. C'était à Bordeaux en 1983. Vous avez trouvé, oui. Ça a été volé sur Internet. Ça a été trouvé sur Internet. Et c'est plutôt ce genre de musique qui fédère ces communautés. Là, je trouve à part le boléro de Ravel. Bon, oui, c'était l'exception. C'est un épiphénomène. Là, je trouve le pogo n'est pas très actif. Il n'y a pas ce mosh pit. Mosh pit ? Le mosh pit, c'est quand tout le monde s'entrechoque, comme des billes de flipper, et il y a un suage très... Par contre, Pour la gloire, il y a quelque chose qui les travaille parce que l'idée de la mort est très présente. On le voit sous forme de tête de mort, et puis il y a des excès qui amènent à la mort. Et toutes ces morts sont ritualisées d'ailleurs, d'une façon très complexe. Mais je disais, dans cette idée de gloire, il y a une façon peut-être d'être des sortes de guerriers. Alors, il y a un travail sur cette image du guerrier, cette posture du guerrier, cette recherche de gloire. Je ne sais pas, c'est pas comme ça que ça peut se... Mais de respect, c'est une quête de respect de toute façon. Avez-vous un objet avec vous? Oui, j'ai un objet. C'est l'objet qu'on voit dans une des images. C'est un objet très modeste, mais c'est un petit brûleur de lampes, sans doute de lampes de camping. Et on voit c'est Smith qu'il a trouvé sur le tas de ferraille où on a fait l'image. Et alors il l'avait dans la main. Et ça, c'était très bien. C'est lui qui l'a trouvé. Je l'ai vu avec ça. Je dis, ah oui, il faut faire la photo avec ça. Et donc, je dis, voilà, tu le prends. Et alors, on a fait l'image. Et après, il me l'a donné. Et
Évidemment, c'est un objet très simple, mais je trouve très chargé de sens. C'est un brûleur qui appelle la flamme. Alors évidemment, la flamme, bon, je ne veux pas rentrer dans toute la symbolique de la flamme, mais on voit bien qu'il y a quelque chose de l'ordre de la consommation, mais c'est évidemment un hasard. L'objet se trouvait là. Pourquoi est-ce qu'il a pris cet objet? Je ne sais pas. Mais c'était évidemment touchant qu'il me le donne. Benoît Jacot, un commentaire sur le travail anthropologique qu'on vient de décrire. Il y a une chose que je ne suis pas sûr d'avoir saisie, c'est qu'est-ce qui vous a amené à ce groupe-là, comme vous dites? Une empathie, l'idée de... Oui, mais vous en avez su quelque chose, comment, pour commencer, qui vous a... C'est certainement une attirance visuelle, parce que l'idée du regard est très importante. C'est une culture du regard, on soigne une apparence, une présentation, et on voit bien dans la rue, enfin, ils se comprennent comme ça. Ils savent celui-là ou celle-là, alors que d'autres, par exemple, un punk des dimanches, ils savent tout de suite, on sait tout de suite le reconnaître en 2 secondes. Ah ouais. Alors qu'il a l'air d'un punk, par exemple. C'est pas quelqu'un de la famille. C'est très subtil, c'est des petits détails, c'est justement ces traces, ces sédiments, c'est des odeurs aussi. L'économie des odeurs est très importante parce que dormir dehors, la présence des chiens et tout, etc., fait qu'on a une odeur. Sur ces campements, on a évidemment une odeur. Dans ces espaces restreints, il y a une odeur très spécifique. Donc on sait, et il y a une attirance. Et donc là, on va vers quelqu'un de semblable. Alors on peut se tromper, évidemment, hein, mais il y a quelque chose de l'ordre de l'attirance visuelle. Quelqu'un de semblable, c'est-à-dire vous avez reconnu quelqu'un Oui, on a été vers eux, et on a suivi, on a été au concert. Enfin bon, moi, avant de faire les images, j'ai découvert toute la scène punk à Londres, donc j'étais un peu dessalé, parce que bon, une fois qu'on a été à Londres, on a fait le baptême. Alain Weinstein, vous concernant et pour commencer l'interview, je voudrais vous montrer un petit extrait de 1972. Il y a une conférence de presse d'un certain monsieur voilà, je vous laisse découvrir. Et je viens avec 3 déterminations très claires. La première, qui rejoint la volonté de Monsieur le Président de la République, et d'assurer une information loyale. Je la protégerai contre toute pression que ce soit, d'où qu'elle vienne, sous quelque forme qu'elle s'exprime, officielle ou pernicieuse. Ma deuxième détermination est très clairement d'ouvrir largement la porte aux forces de la jeunesse et aux forces de renouvellement. Et troisième détermination, je crois que nous devons davantage faire éclore les forces de la joie et de la chanson. Alors, ça fait plaisir de le revoir. Alors c'est Arthur Comte, on est en 1972 et Arthur Comte est président de l'ORTF et je vous présentais cette image parce que alors que vous êtes journaliste, que vous êtes intervieweur, qu'on va parler de votre art de l'interview puisque c'est comme ça que vous le posez, que vous êtes poète aussi, que vous avez écrit des livres, on vous savait moins membre des cabinets des présidences de l'ORTF. Vous savez, ça s'est fait un peu par hasard. Je suis entré à l'ORTF en fait en 1969 sur concours comme administrateur. J'ai été pendant un temps responsable de l'orientation du personnel et de son recrutement. DRH. Et puis, le hasard des choses a fait que je me suis retrouvé chef de cabinet du directeur général adjoint qui était en charge des affaires extérieures et de la coopération, dans des missions extrêmement difficiles, qui ont fait qu'un jour, lisant Le Monde, j'apprends que j'avais eu une promotion. J'étais nommé au cabinet du nouveau président de l'ORTF, Arthur Comte, qu'on vient de voir. Voilà. Et bien entendu, j'étais nommé dans le secteur politique du cabinet, parce qu'il y avait 2 secteurs, un secteur politique et un secteur programme, qui était dirigé par un jeune écrivain, énarque,
Jean-Pierre Angremy, Pierre-Jean Rémy. Pierre-Jean Rémy. Et il va de soi que j'ai fait en sorte de me rapprocher de lui pour passer de la politique au programme. Paradoxalement, alors que Arthur Comte fait figure de figure tutélaire ou de vieux machin, d'une vieille époque qu'on ne regrette pas, même si on n'est pas toujours content de l'époque actuelle. Je n'avais pas pensé à la question pour le coup, mais est-ce que c'est, de ce que vous racontez dans Radio Sauvage, on a presque l'impression qu'à l'époque c'était plus facile d'être courageux, ou en tout cas qu'il y avait sans doute un peu d'espace pour être inventif, créatif, et pas se contenter de la loi du marché ou de la loi du maths. On était dans un autre monde, beaucoup plus artisanal en fait, même si l'ORTF était une grosse machine, un empire assez vaste pour que on songe à le faire éclater par la suite et à créer plusieurs sociétés de radio, de télévision. Mais c'était une époque où les technocrates, disons, n'avaient pas encore pris complètement le pouvoir par rapport aux hommes de programme. C'était encore l'époque où des poètes pouvaient se retrouver à la tête de chaînes de radio. Aujourd'hui, ça paraît totalement inimaginable. Ça paraît difficile. Pourquoi l'interview ressortirait-elle de l'art ? C'est ce que vous essayez de démontrer dans ce texte. C'est-à-dire que j'essaye de montrer que si les entretiens que j'ai faits dans différentes émissions et plus systématiquement depuis... Vous êtes un pilier de France Culture. Depuis 25 ans dans une émission qui s'intitule Du jour au lendemain et qui est en fait un entretien de 40 minutes avec l'auteur d'un livre. Un peu avant minuit. Un peu avant minuit. Des mots de minuit. Donc si ces entretiens résonnent un peu différemment des entretiens qu'on a l'habitude d'écouter, c'est peut-être parce que je me positionne pas en journaliste, que je ne prétends pas être, mais alors, puisque vous avez employé le mot, plutôt en poète. C'est-à-dire quelqu'un qui est soucieux exclusivement de la parole, des possibilités de la parole. Donc de l'écoute, donc aussi forcément du silence, et quelqu'un qui est tenu par cette idée que toute interview est toujours la première interview, ce que vous dites. Et j'ai pas besoin de changer de vie. Voilà. C'est tous les jours une nouvelle vie en faisant la même chose. Absolument. Donc voilà, vous revenez, vous êtes cohérent avec ce que vous disiez tout à l'heure à Toby Nathan. Et puis surtout, cette chose qui nous tient, nous, quand on fait du plateau, c'est quand même la trouille, la peur. Mais la peur partagée, qui est une peur saine, d'une certaine manière. Alexandra. Souvent, mes interlocuteurs me disent leur appréhension, me parlent de leur peur. M'avouent n'être venus qu'avec l'espoir qu'un événement se produira qui rendra l'enregistrement impossible. À peine arrivés, ils voudraient repartir. J'aime leur effroi, qui est promesse toujours que quelque chose de vrai, d'inattendu va se produire, qu'ils vont faire au sens fort acte de présence. La peur ramène à l'enfance. Et je me dis qu'à leurs yeux, évidemment, aux yeux de tous ceux qui me confient leur peur, je dois apparaître comme l'enfant qui, contrairement à eux, passe ses nuits tout seul sans avoir peur. Celui qui a eu le temps d'apprivoiser sa chambre. S'ils connaissaient les affres auxquelles j'ai dû toujours faire face, c'est incroyable ce que j'ai pu, ce que je peux encore avoir peur. Les sueurs froides que je dois faire refluer à tout bout de champ. Au début, j'étais pétrifiée de terreur. C'était l'immobilité totale. La peur me serrait la gorge, me martelait la poitrine, me submergeait par vagues successives. Je vous assure, bien que puissance invitante, censée maîtriser l'appareil, le dispositif, j'en ai pas large. J'étais comme un chat qui se hérisse, tout ébouriffé quand il voit un chien. C'est simple. J'avais tellement peur que je ne pouvais pas dire un mot. Mâchoire serrée, respiration difficile, j'essayais désespérément d'aspirer de l'air. Voilà. Si j'ouvrais la bouche en laissant passer 3 mots, c'était pour aspirer de l'air. C'est pas vraiment ce qui s'appelle parler.
Et vous venez de loin, hein, parce que... Bah oui, vous voyez, Alexandra elle plonge son regard encore dans le mien. Hein. Ouais. Donc effectivement, là, je viens de loin. Et vous venez de loin doublement, parce qu'il y a le regard d'Alexandra, et parce qu'en sous-titre, je m'étais amusé à reprendre deux ou trois démonstrations que vous faites, en tout cas 2-3 confidences que vous faites plus exactement. Et je me suis dit, Radio Sauvage, et j'ai écrit ceci, où le muet dans la langue, qui un jour au micro a parlé, avec un casque qui lui renvoie l'image d'un idiot qui bredouille. Et on sort de ce livre avec cette idée que le taiseux dans l'enfance que vous étiez, celui qui avait du mal à être... Et que je suis toujours. Et que vous êtes toujours, mais bon... Et on a l'impression que c'est cette peur et peut-être votre timidité ou dévalorisation d'une certaine manière de vous qui permet d'aller chercher chez l'autre. C'est-à-dire, vous êtes ouvert, vous êtes capable de recevoir. Vous n'imposez rien. C'est pas je et le monde, c'est le monde et peut-être... Et ça, vous le décrivez très très bien dans votre livre Radio Sauvage, publié au Seuil, avec... On a retrouvé quelqu'un, on a retrouvé un Gaëtan Picon. Et Gaëtan Picon, c'est un bel intellectuel. Bon. Et Gaëtan Picon, c'est quelqu'un que vous allez rater, parce que vous imaginez que vous allez aller le voir et vous préparez tout. C'est-à-dire, je veux être plus intelligent et plus dans ce qu'il est que... Donc, vous préparez l'interview avec des fiches, etc. Et en fait, vous dites, mais c'était complètement inutile parce que tout au long de cette interview, il m'a un peu trimballé. Donc, comment est-ce que vous faites la part des choses entre... C'était ma première interview. En fait. Oui, la première interview. Hein. Et pas encore à France Culture. C'était une interview que j'avais faite pour la radio belge. Ouais. Mais alors, comment est-ce qu'aujourd'hui vous faites la part des choses? Et c'est une question que je me pose à moi-même aussi. C'est comment est-ce qu'on réussit à faire la part des choses entre ce que l'honnêteté ou le professionnalisme vous demande de savoir de celui que vous recevez, ne serait-ce que de lire ses livres, par exemple, et puis ce trop pour ne pas avoir peur. Où est-ce que vous vous situez? Je ne pense pas que 25 ans après, donc, pour parler des entretiens, je ne pense pas... avoir un métier qui me permette de faire l'économie de la peur. Hein. Je pense que je ne maîtrise rien. On ne maîtrise rien parce que tout est possible. Surtout que la plupart du temps, mes interlocuteurs sont des gens que je vois pour la première fois, avec qui je n'ai jamais parlé, je ne sais pas comment ils parlent. Hein. J'ai connu un producteur à France Culture qui, avant d'inviter un auteur, téléphonait aux attachés de presse pour savoir exactement comment se comportait le candidat à l'interview, comment il fallait l'interviewer, etc. Bon, moi, ce n'est pas mon cas. Je découvre les gens en direct, pour ainsi dire. Et il peut se passer des choses absolument catastrophiques. Vous voyez, les émissions peuvent être extrêmement difficiles à faire. Or, j'ai un espace de temps limité à remplir. Ouais. Et c'est pour ça que je tiens beaucoup au direct, parce que je suis un peu comme un fresquiste à la Renaissance qui met du crépi sur le mur et le temps que le crépi sèche, il peut faire son travail. Après, c'est fini. Il ne peut toucher à rien. Et là, c'est exactement ce qui se passe avec cette bande de crépi qui est la durée de l'émission, 40 minutes. Est-ce que ce sont des vrais regrets, ne pas avoir réussi à convaincre Beckett, Grag, Blanchot ou Léris de vous parler? C'est le lecteur qui parle, hein, le lecteur que je suis. Ce sont les écrivains avec lesquels je me suis construit. Donc évidemment, pour moi, des personnages extrêmement importants. Et à partir du moment où le hasard a fait que mon existence quotidienne consiste à rencontrer des écrivains, j'aurais aimé quand même rencontrer ceux-là. Et précisément, ce sont ceux-là que je n'ai jamais pu rencontrer. Je voudrais vous demander, parce que vous êtes poète aussi, et je voudrais vous demander de lire un peu de votre poésie, si ça ne vous ennuie pas. Non, ça ne m'ennuie pas. Je sais que les poètes, on leur demande souvent de lire.
c'est plus facile de demander aux poètes qu'aux romanciers. Mais voilà, écoutez, je vais lire une page du livre qui a précédé Radio Sauvage, qui s'appelle « Le développement des lignes ». C'est un titre que m'a donné Théophile Gautier, en fait. Parce que Théophile Gautier n'était pas seulement le magicien ès-lettres françaises qu'on connaît, c'était aussi un critique de danse. Il écrivait des chroniques, des critiques sur les spectacles de danse. Et il a défini la danse comme l'art de montrer des formes dans diverses positions favorables au développement des lignes. Voilà, alors donc ça m'a donné le titre de ce livre, qui est à la fois un livre sur la danse, hein, un seul poème d'un seul tenant, sur la danse, mais qui est aussi une sorte de narration avec un désir d'amour, plus qu'une histoire d'amour. Et la danse est, pour le narrateur de cette histoire, le seul moyen qu'il a trouvé pour tenir une femme dans ses bras. Et c'est précisément avec l'une d'elles qu'une histoire forte va se nouer. Et donc, voilà quelques pages de cette histoire. Dans tes bras, cet hiver, le malheur est étouffé. Je ne bataille pas pour sortir, je t'écoute respirer. Je te serre de plus en plus fort, je t'écoute respirer. Je voudrais que cette sorte d'éponge que nous formons, toi et moi, agrippés l'un à l'autre, absorbe toute trace de noirceur. À chaque souffle, je t'écoute. Je t'écoute, c'est plus fort que moi. À chaque souffle, je t'écoute et je crains pour ta vie. Je crains que chaque souffle soit le dernier. Nous nous rapprochons. Je ne veux pas te perdre. Nous nous abandonnons. Nous nous rapprochons. Nous nous abandonnons. Toi et moi, nous nous abandonnons au bonheur. Pas une minute sans que nous nous embrassions. Pas une minute sans que les yeux fermés, je pense à toi, alors que tu es là, dans mes bras, collé contre moi. Le développement des lignes, ça s'appelle... Et vous êtes amoureux, hein. Vous êtes un grand amoureux. La poésie, c'est ça, hein. La poésie, c'est une forme d'amour. Est-ce que vous avez un objet avec vous ? Alors ça, c'est difficile, l'objet, parce que j'aurais bien voulu apporter un casque, justement. Et voilà, mais c'était un peu gros, mais sans casque, je ne pourrais pas faire de radio. C'est comme le maquillage à la télévision, mais ça, voilà, ça prend plus de place. Alors j'ai apporté autre chose, c'est au fond le frère du casque, c'est le chronomètre. Vous travaillez avec un chrono ? Je travaille avec un chronomètre. Sans chronomètre, je ne pourrais pas travailler. C'est que je pose le chronomètre sur la table quand l'émission démarre, pour que je vois se dérouler cette bande de crépis dont je vous parlais tout à l'heure. C'est mon ami, le chronomètre, pendant un entretien. J'ai que lui avec moi, parce que sinon, je suis complètement seul. Hein, Moi, j'ai une oreillette, on me dit « attention, tu débordes ». Voilà. Le technicien est de l'autre côté, de la vitre, je ne peux pas lui parler, le réalisateur non plus. Donc j'ai le chronomètre, que je regarde avec angoisse quand je vois que je pensais avoir déjà enregistré 20 minutes et que je ne suis qu'à 6 minutes. Et que je me demande comment je vais arriver aux 40 minutes à la fin. Mission impossible, voilà. Donc je vis avec ça. Toby Nathan, un tout petit commentaire sur ce
que vient de dire Alain Weinstein. Je découvre Alain Weinstein qui est un adolescent amoureux, anxieux, merveilleux. C'est un adolescent. Mais qui fait lui toujours la même chose. Oui, mais je l'aime. Je voudrais qu'on termine avec une toute petite anecdote comme quoi l'enfance marque. Avec vous, Benoît Jacquot, quand vous étiez enfant, vous aviez aux alentours de 10 ans. Le samedi soir, vos parents allaient au cinéma. Et que se passait-il à minuit quand votre mère rentrait d'avoir été au cinéma avec votre père? Elle me racontait le film qu'elle avait vu dans le détail et j'attendais ce moment-là et je pense que mon vœu de cinéma, si je puis dire, est né là, ça c'est certain. Et c'est magnifique, le gars qui attend jusqu'à minuit que sa mère vienne lui... Ouais, et c'était tous les films, hein? Ah oui, tout ce qu'elle voyait chaque samedi soir, oui. Avec notamment La mort aux trousses. C'est celui dont je me rappelle le mieux, parce qu'elle me l'a raconté en détail, je lui ai fait raconter beaucoup, jusqu'à ce que je le voie moi-même, et j'ai retrouvé ce qu'elle me racontait. On termine avec Absent Minded, un deuxième extrait de votre album, ça s'appelle Mood Swing Baby. Just a second, and everything's changed. She's got a mindset, sees things her way. They go to the movies, she walks out halfway. The plot couldn't move her, she got no time to waste. She never said I am the one, I gotta do the best I can. She changes her mind overnight sometimes. When I look into her eyes, I know what makes it all worthwhile. Swing baby, she's at it again. Never a dull moment, and I can have her. I cannot resist her. She's under my skin. I'm here to please her. She's here to win. She never said I am the one. I gotta do the best I can. She changes her mind overnight sometimes. When I look into her eyes, I know what makes it all worthwhile. Swing baby, she's my mood swing baby, she's my mood swing baby. It don't mean a thing if it ain't got that swing.
hope makes it all worthwhile. Absent Minded. Merci messieurs, merci messieurs, merci messieurs. Je voulais vous signaler la publication du deuxième tome des œuvres romanesques complètes de Vladimir Nabokov. C'est dans la bibliothèque de la Pléiade chez Gallimard. Il y a notamment les 2 premiers romans en russe de Nabokov, avec notamment L'Enchanteur. Et c'est dans ce roman qu'apparaît pour la première fois une nymphette. C'est l'apparition première des Lolitas. Nos invités la semaine prochaine, c'est Bertrand Tavernier, la princesse de Montpensier. C'est Odile Deck, elle est architecte. C'est Fanny Bouyagui, elle est plasticienne, c'est Pierre Richard et Christophe Duturon. Et musique également la semaine prochaine avec Piper Island. Fin de cette émission, merci de nous avoir suivis. La peine de mort n'a toujours pas été abolie aux États-Unis et il y a toujours surpopulation dans les prisons françaises. Bonsoir, bonne nuit. Et puis quand l'accordéoniste s'est arrêté, ils sont partis. Le soir tombait dessus la piste, sur les gravats et sur ma vie. Il était redevenu tout triste, ce petit bal qui s'appelait. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est de ces amoureux qui ne regardaient rien autour d'eux. Il y avait tant de lumière avec eux dans la rue. Alors la belle affaire, le nom du bal perdu. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est qu'on était heureux, les yeux au fond des yeux. Et c'était bien.